Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France.tv et notre chaîne YouTube pour ce débat consacré à la ville d'Aix-en-Provence. 150 000 habitants, deuxième ville du département des Bouches-du-Rhône, quatrième de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec réunis sur notre plateau 5 candidats à l'élection municipale. Sophie Joissin, bonjour, candidate d'hiver droite, maire sortante de la ville d'Aix-en-Provence. Marc Pénat, bonjour. Liste Union de la gauche, merci à vous d'être là. Jean-Louis Gégère, bonjour. Union de l'extrême droite. C'est le libellé préfecture. RN, UDR et RPR, voilà, pour faire simple. Merci à vous d'être là. Philippe Klein, bonjour. Candidat Horizon, merci à vous également d'être là. Et enfin Julie Borona pour La France Insoumise. Bonjour. Merci à tous les 5 d'avoir accepté notre invitation. 4 thématiques dans cette émission, mobilité, logement, sécurité et culture. Mais auparavant, faisons un tour de table pour mieux cerner votre engagement dans cette campagne. On va commencer avec vous, Sophie Joissin. C'est votre première campagne sous votre propre prénom, puisqu'en 2021, vous avez remplacé votre maire, Maryse. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire ? Non, la pression, bien sûr qu'elle y est, la pression. Une élection, c'est quand même quelque chose de très important. Donc oui, la pression y est, mais ce n'est pas celle-là de pression. Elle était bien différente en 2021. Le fait de participer au suffrage, de tenir sa légitimité du suffrage, parce qu'on a entendu ici et là dans cette campagne que vous teniez votre légitimité par rapport à votre nom et pas par rapport au suffrage. C'est aussi important de prouver qu'on peut être maire de cette ville en ayant convaincu la majorité des Aixois. De toute façon, c'est important. Et je crois que depuis que j'ai été élu maire par mes pairs, eh bien effectivement, j'ai eu cette légitimité. C'est encore autre chose, bien sûr. Au conseil régional, parce que vous êtes conseiller régional également, vous êtes dans la majorité avec des conseillers régionaux issus de l'UDI. Vous faites partie de ce parti. Je fais partie de l'Union des démocrates indépendants. Oui. Voilà, aux côtés de LR, aux côtés de conseillers régionaux qui sont issus du parti Renaissance, de Horizon, pas Aix. Évidemment, on posera la même question tout à l'heure à Philippe Klein. Pourquoi est-ce que c'est différent à Aix-en-Provence par rapport à la région ? Oh, ça n'a rien à voir. Ce sont 2 collectivités qui fonctionnent tout à fait différemment. La commune est précieuse et unique en ce sens qu'elle est dans le quotidien, la proximité aux habitants. Et que c'est le développement justement de cette écoute qui est différent. À la région, nous sommes plutôt sur des mécanismes, notamment au niveau des transports, ou bien d'associations. Ce qui est très important aussi, mais c'est autre chose. Philippe Klein, c'est différent, la commune et la région. C'est-à-dire qu'on peut partager une majorité à la région, collectivité locale, et être dans des familles politiques différentes, entre autres au conseil municipal de la ville d'Aix-en-Provence, puisque vous êtes conseiller municipal d'opposition à la ville. Bien sûr, je pense que oui, il y a bien évidemment des différences importantes. La région, je veux dire qu'elle est structurante et elle est, c'est M. Muselier qui le dit d'ailleurs, là pour les grands projets qui touchent à la région, alors que dans la commune, eh bien, on est à l'écoute des habitants. Et les habitants, ce qu'ils veulent, c'est, dans une démocratie, eh bien, une diversité. Pouvoir, dès le premier tour, s'exprimer en fonction de valeurs, en fonction de projets, en fonction d'héritage, en fonction de réalisations qui sont à faire ou qui n'ont pas été faites. Alors, on ne va pas revenir sur le sondage du CEVIPOF sur la confiance des citoyens français par rapport au personnel politique, mais ce type d'initiative, ce type de choses différentes en fonction de collectivités locales, est-ce que vous pensez que l'électeur y s'y retrouve ? Bien entendu, au contraire. Vous êtes persuadé de ça ? Plus il y a de diversité, plus la démocratie joue son rôle. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de répondre plus précisément à chacun d'entre eux. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut conserver pour l'ensemble des électeurs. Marc Pénat, vous êtes également membre du conseil municipal dans l'opposition de la ville d'Aix-en-Provence. Vous avez été élu en 2020 sur une liste qui s'appelle Aix en partage, puisqu'elle est toujours active, en tout cas jusqu'au 22 mars. Alors c'était une liste qui réunissait la gauche unie. Il y avait des socialistes, des communistes et LFI. Avec LFI, c'est terminé. Écoutez, c'est terminé en tout cas dès le début du rassemblement que je souhaitais à gauche. LFI a estimé qu'il n'avait pas à y participer, que les conditions peut-être ne lui allaient pas, et donc ils ont pris la responsabilité, comme dans de nombreux endroits en France, d'aller sur leur propre couleur. Donc si je comprends bien, Marc Pénat, évidemment on vous laissera la parole tout à l'heure, Julie Borona, mais vous avez proposé d'intégrer des candidats LFI sur votre liste. On sait qu'il y a beaucoup de tensions au sein des socialistes. Au début, entre François Hollande qui dit qu'il ne faut absolument pas
pactisé, entre guillemets, avec des candidats LFI, quel que soit le scrutin, et Olivier Faure qui est un petit peu plus mesuré. On avait un acquis, un historique qui était ex-en-partage. Et je parle de la commune. Donc cet acquis, c'était que les LFI étaient aux côtés des autres partis de gauche. On n'avait pas, en revanche, les écologistes. Chaque fois, il a manqué, si je puis dire, quelque chose. Dans ce cadre-là, la LFI était là au début des discussions. Très rapidement, je me répète, ils sont partis. Ils sont partis, selon moi, sciemment. C'est une stratégie politique qu'ils avaient. Et moi, mon rôle, c'est de rassembler la gauche. Et de dire, comme je l'ai dit très souvent, il y a une liste de gauche à Aix-en-Provence. C'est la mienne. Nous sommes la gauche. Ouais. Nous sommes la gauche et les écologistes. Non, il y a... Non, vous pouvez pas dire non. Il y a trois listes de gauche. Non, la gauche, c'est ce que je représente. C'est pas ce que d'autres représentent. Julie Bournat. C'est une décision qui a été prise très tôt, de ne pas participer à la liste de Marc Pénat, septembre 2015, il me semble. Donc ça remonte. J'étais même pas tête de liste à ce moment-là. Quelle date vous avez dit ? Septembre 2015. 2015 ? Oui. 25. 2025. J'avais 15 ans en 2015, donc voilà, c'est pas grave. Non, 2025, évidemment. En fait, nous, à la France Insoumise, ce qui est le plus important, et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de citoyens sur notre liste aujourd'hui, c'est avant tout le respect des engagements. Donc, quand on propose une union au départ sans programme, en discutant seulement de place, ce n'est pas possible pour nous. Nous, ce qui nous importe, c'est un programme de rupture et ce que demandent les Aixoises et les Aixois. Alors, on verra donc, justement, puisque évidemment, on va développer vos programmes respectifs. On s'aperçoit malgré tout qu'il y a quelques points communs sur ces programmes et des différences, absolument. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pourra arriver à une fusion technique entre les deux tours ? Alors, comme le réclame Jean-Luc Mélenchon. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde nous presse pour savoir ce qui va se passer au second tour, alors qu'on n'a pas encore fait le premier tour. C'est important de savoir. Écoutez, justement, nous, ce qui est important pour nous, c'est le respect du choix des électrices et des électeurs. C'est aussi pour ça, le premier tour, c'est pour que les gens puissent vraiment voter pour la liste qui leur ressemble et qui les représente le mieux. Donc, s'il y a des discussions, ça sera après les résultats du premier tour. Julie Bournat, une gauche très fragmentée, malgré ce que dit M. Marc Pénat, Mounir Benhamar, donc qui est là sur ce plateau soutenu par Aymeric Caron, qui siège il est apparenté. À l'Assemblée, oui, apparenté, mais qui siège avec les députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Il est candidat contre vous tous. Là aussi, il n'y a pas eu possibilité d'accord. Et honnêtement, moi, je ne suis pas à Rêve, qui est le parti d'Aymeric Caron, qui est donc apparenté à LFI, mais ne fait pas partie de la France Insoumise. Et je ne peux pas vraiment commenter leur stratégie électorale. Ça a été il y a quelques militants qui l'ont rejoint. Des militants LFI, il y a une contestation en justice qui a été également... honnêtement, je ne peux pas vous dire. La seule liste de la France Insoumise à Aix-en-Provence, c'est celle qui est son commun, qui est donc citoyenne et portée par la France Insoumise. Très bien. Jean-Louis Gégère, vous êtes un ancien élu municipal de la ville d'Aix-en-Provence, d'opposition, c'était il y a longtemps, c'est M. Picheral, oui. Voilà, qui était maire de la ville à l'époque. Alors vous venez de la droite classique, de UDF, LR, UMP. Vous avez décidé en 2021, me semble-t-il, de rejoindre le Rassemblement national. Pourquoi ce choix ? En 2022. 2022. Voilà. Écoutez, donc moi j'ai fait. C'est pas 2011 là, je me suis pas trompé. Je suis trompé d'un an. C'est moins que 10 ans. J'étais pas né en 2011. Voilà. J'ai fait 25 ans de ma vie à l'UDF, puis à l'UMP et à LR. J'ai été conseiller régional UDF dans l'équipe de Jean-Claude Gaudin. Puis j'avais tout arrêté. Parce qu'il faut se renouveler, il faut se ressourcer. Et voilà. Pourquoi quitter la droite républicaine pour aller à l'extrême droite ? Voilà, parce que mon ami Thierry Mariani est venu me proposer de l'accompagner aux élections régionales. C'est un garçon que je connais depuis très longtemps. Et il avait besoin avec lui d'anciens qui aient connu un peu la gouvernance de la région pour l'aider, parce qu'il pensait que nous allions gagner à ce moment-là. Donc je me suis embarqué avec lui. Je n'étais pas à Rassemblement national. Et pendant la campagne des régionales puis des présidentielles, j'ai eu l'occasion à 2 reprises, 3 même. Oui, parce que vous êtes conseiller régional. De rencontrer Marine Le Pen.
qui est une femme qui m'a totalement séduit. Très bien. Au-delà des clichés Ok. et des apparences médiatiques. Très bien. Allez, on va tout de suite démarrer avec cette première thématique qui est la mobilité. On va faire un constat. Hein. C'est un constat qui est un constat factuel. Dans la métropole Aix-Marseille-Provence, il y a une forte dépendance à la voiture. Hein. 52% des déplacements se font en voiture, 11% se font avec des transports collectifs. La conséquence de tout ça, c'est évidemment de gros embouteillages, entre autres autour des zones d'emploi. Alors, juste un chiffre également, enfin un second, enfin plutôt un troisième. Le pôle d'activité Aix-les-Milles, c'est 135 000 flux par jour, ce qui fait évidemment beaucoup. Alors se pose légitimement la question de la place de la voiture au sein de la ville d'Aix-en-Provence. Autre question, est-ce que les transports en commun sont insuffisants et est-ce que le vélo doit prendre une place plus importante? On va attaquer avec vous, Sophie Joissaint. Vous êtes pour le développement du BHNS. Alors, il y en a déjà, hein, ça existe déjà à Aix-en-Provence, mais je n'ai pas terminé, je vais juste dire ce qu'est le BHSNS. C'est un bus à haut niveau de service avec des voies dédiées. Alors c'est des gros bus, hein, puisque ça fait quasiment 18 mètres, 20 mètres de long, mais enfin c'est un petit peu l'objectif. Pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce qu'il faut aller vers cette voie-là, sans mauvais jeu de mots? Alors, tout simplement parce que, évidemment, le choix de cette voie, le choix du BHNS, donc du bus à haut niveau de service, qui est un bus électrique en site propre, est un choix qui peut aussi se cumuler avec d'autres choix. Mais c'est celui qui aujourd'hui nous est offert. C'est-à-dire que la ligne Aix-Rognac n'a pas réouvert. Depuis 20 ans que l'on demande sa réouverture. Qu'aujourd'hui, on sait très bien que la SNCF est extrêmement mobilisée sur la gare Saint-Charles, sur la ligne Marseille-Briançon, et qu'effectivement, ce n'est pas demain que la ligne va être réouverte. Même si ce serait une très bonne chose. Donc, de fait, nous prenons une autre voie. Et cette autre voie, c'est le bus à haut niveau de service, pour lequel il y aura une concertation d'environ 2 ans avec les habitants pour affiner, bien sûr, le trajet, mais qui est une voie formidable aussi, parce qu'elle va permettre de désengorger la D9, de desservir le pôle d'activité des Milles, enfin de desservir la Durane, ainsi que la Constance vers le centre-ville. Avec des voies dédiées, hein. Comment ? Avec des voies dédiées. Avec des sites propres, donc des voies dédiées. Alors parfois, on est obligé d'avoir quelques tronçons où effectivement la voie n'est pas dédiée, mais il y a de toute façon une priorité. Et ensuite, le BHNS, l'Express, donc, qui est sur Aix aujourd'hui, nous avons dû en effet changer les wagons parce qu'il transporte 20 000 passagers par jour. Donc ça nous laisse quand même les meilleurs espoirs pour diminuer ces 35 000 flux de voitures. Alors vous l'avez dit, il y a 2 ans d'études, mise en service à peu près en 2030. Ça laisse du temps encore pour que les voitures prennent possession de la ville d'Aix-en-Provence. Il faut le temps. Il n'y a pas plus court comme projet. Non, il faut le temps aux choses, hein, tout simplement. Et ensuite, sur le schéma d'armature ferroviaire, nous travaillons pour obtenir la halte ferrée de la Calade, celle de Luynes et celle de Plan-d'Aillanne. Jean-Louis Gégère, vous êtes contre? Absolument. Oui, je vous en prie, rapidement. Et après, vous n'êtes pas le seul à être contre. Hein, Parce que sur la mobilité douce. Vous venez de dire absolument. Et... Absolument pas. Ah bon, très bien. Bon, écoutez, alors, on n'a pas entendu le choix d'un moyen de transport n'est pas forcément exclusif d'autres choix qui peuvent venir effectivement se rajouter. Bien évidemment. Sur la mobilité douce, à Aix-en-Provence, nous avons construit exactement 114 km de voies cyclables. Alors, on y reviendra. Oui, absolument. Non, on y reviendra. Non, mais le vélo qui a pris une importance dans cette campagne, évidemment, on va consacrer un petit peu de temps. Alors, vous n'êtes pas franchement pour. Et effectivement, j'étais un peu court dans ma réponse, mais bon, j'ai redonné la parole à Sophie Joissaint. Vous n'êtes pas franchement pour. Vous êtes. Alors, OK pour le BHNS, mais il faut le repenser. C'est-à-dire que dans la version qui est proposée par la candidate Sophie Joissaint, ça ne vous convient pas. Non. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non, pas du tout. Ah bon, alors j'ai mal lu, alors très bien. Vous faites des raccourcis. Ah ben non, mais je suis obligé de faire des raccourcis. Oui, sinon on s'en sort pas. Donc, est-ce que vous êtes complètement d'accord avec la description? Alors ne me dites pas que vous parlez. Non, mais ne me dites pas que je dis quasiment n'importe quoi. Le BHNS, pour desservir les Milles, c'est évidemment l'un des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour désengorger les Milles, où il faut le rappeler, les personnes qui travaillent aux Milles mettent 1 heure pour accéder le matin et 1 heure pour rentrer le soir. Ça aurait dû être fait il y a 15 ans. Pas maintenant.
Voilà, mais on attend d'être totalement, thrombosé pour lancer l'affaire. Oui, non, mais bon, donc là, il fallait lancer plus tôt. Oui. Maintenant, telle qu'elle est conçue... Elle est lancée depuis un petit moment. Oui, d'accord. Enfin, vous avez voté au conseil municipal les sur la dernières copie mesures au mois proposée de par novembre. Sophie Joissain, Oui. est-ce que vous calquez la vôtre ou pas? Sur cette partie-là, bien évidemment, pas du tout sur les délais, je ne crois pas en 2030. Donc c'est bien ce Je que pense que c'est au moins 4-5 ans de plus, puisque les procédures, il va falloir à certains endroits agrandir des voies, faire des expropriations, et tout ça ne me paraît pas raisonnable dans un délai 2030. Alors on fait rien. Là, oui, non, on le fait 10 ans plus tôt. Le BHNS contre lequel je me suis élevé, c'est l'extension du BHNS Sud, qui de Schumann doit aller jusqu'au Val-Saint-André. Moi, je vous parle du nouveau, Voilà. là. Non, mais celui des mines, on est d'accord. Mais il fallait le faire plus tôt et plus vite. Très bien. Marc Pénat, pour ou contre? Bien sûr, contre. Quand je dis contre, je n'ai rien contre le BHNS, mais je pense que c'est prendre le problème dans le mauvais sens. Ça ne va pas désengorger les milles. Ce n'est pas vrai, parce que les salariés qui viennent travailler au pôle des villes viennent de partout, pas simplement d'Aix-en-Provence. Le BHNS, c'est un aller-retour avec Aix-en-Provence. Et peut-être que quelques autres seront desservis. Les autres, c'est, paraît-il, la Constance. C'est faux. J'ai vu le projet présenté en conseil municipal. La Constance n'est pas desservie alors qu'on prévoit un grand projet immobilier à la Constance. Donc ce n'est plus aujourd'hui le moyen de désengorger notre ville et son territoire. Il n'y en a qu'un de moyen, c'est le ferroviaire. Et je m'inscris en faux sur un point, Madame Joissain, c'est pas que Sophie Joissain, c'est Marie. Attendez, je termine. Non, mais expliquez-nous parce que Il y a des lignes qu'on appelle Aix-Rognac pour donner un chemin, qui sont donc à Aix et tout autour d'Aix, dans les principaux quartiers et dans les grandes villes, jusqu'à l'extérieur d'Aix. Et c'est donc un train qui a fonctionné autrefois. On a des rails encore en bon état. Demain, il pourrait fonctionner si on en a la volonté politique. Oui, à part qu'il faut aussi négocier avec la SNCF. Oui, mais si on le fait jamais, on le fait jamais, on ne négocie jamais. Donc il fallait prendre le problème à bras le corps. Ça n'a pas été fait par la municipalité Joissain. Je compte prendre les choses à bras le corps et expliquer que l'essentiel à la métropole, c'est ce site ferroviaire, parce que ça permettra à tout le monde de s'y retrouver. Les Marseillais, les gens qui viennent de l'étang de Berre, les gens qui viennent de Salon, les gens qui viennent de Rognac, tout ça, ça sera désengorgé lorsqu'on aura effectivement ces lignes ferroviaires, c'est capital. À horizon 2050. Non, bien avant. Le même horizon que le BHNS. Un mot sur le coût, c'est une dépense importante, 150 millions d'euros. C'est une dépense importante que nous sommes très fiers d'avoir obtenue, parce que ça ne figurait absolument pas dans le plan Marseille en grand où l'État cofinance effectivement les projets. Monsieur Gégère, très rapidement. Oui, non, un mot. Il est évident qu'il faut aussi rouvrir une halte ferrée à la Calade et une à l'huile. On y reviendra. Voilà. Mais là aussi, le processus il est extrêmement complexe, parce que ça passe par... Non, les haltes ferrées, elles existaient. Oui, non, les voies ferrées existent, mais pour prendre la décision, c'est les haltes ferroviaires, prendre la décision d'ouvrir une halte ferroviaire, c'est un processus très compliqué. On n'a pas entendu Gilles. Non, on y reviendra. Non, mais sur les parties, on y reviendra. On n'a pas entendu Philippe Klein ni Julie Boronat sur cette thématique. Je voudrais qu'on les entende, évidemment. Philippe Klein, vous êtes contre le BHNS, pas évident à prononcer. Je ne suis pas contre, parce qu'en tant que conseiller métropolitain, j'ai voté ce projet, parce que quand on offre une chance à 155 millions d'euros pour résoudre une partie des problèmes de mobilité pour Aix-en-Provence, je pense qu'il faut la saisir. Est-ce que c'est le meilleur projet? Je ne le pense pas. Je pense qu'on peut Donc vous êtes pour, modifier. mais quoi. Mais j'aimerais dire quand même que résoudre les problèmes de mobilité à Aix-en-Provence, c'est gérer les échecs depuis 30 ans qui ont conduit à une saturation qui était évitable à l'époque. Et que par conséquent, je propose de créer 2 nouvelles voies sur la D9 entre Aix-en-Provence et la Durane, sur les bandes d'arrêt d'urgence, très exactement comme ça a été fait sur les bandes d'arrêt d'urgence. Entre Marseille et... Vous limitez pas, il ne va pas y avoir un effet entonnoir par rapport à une augmentation du flux. Comme exactement dans le même modèle que sur la 51. Sur la 51 aujourd'hui, qui marche très très bien. Tout le monde est satisfait de ça. Vous avez un
bus qui relie la gare Saint-Charles à la gare routière d'Aix-en-Provence et qui n'a pas des voies réservées sur tout son trajet parce qu'il y a des infrastructures qui ne peuvent pas être faites. Monsieur, vous êtes passé aux heures de pointe sur l'autoroute Nord, à hauteur de l'hôpital Nord, à Marseille. Très très bien, je peux vous il y a dire. du monde, je vous prie de croire que c'est très très embouteillé. Aujourd'hui, beaucoup de gens abandonnent la voiture pour prendre cette voie. Je veux faire la même chose sur la D9. C'est 2 ans de réalisation. À moyen terme, le C'est BHNS. un aménagement en faveur de la voiture, ça. Et à Ce long n'est que terme, ça. et à long terme, bien évidemment, ce qui n'a jamais été fait. Et c'est pas un aspirateur en Et voiture. voilà. Continue le tout Ce voiture. à quoi on s'est opposé, c'est les lignes ferroviaires nord-sud et ex-ouest, bien évidemment. Julie Brona, sur le bus à haut niveau de service. Et pour moi non plus, c'est pas la solution. En effet, donc déjà, je voudrais quand même réagir. Moi, je pense en effet que vous avez peut-être pas pris le bus depuis longtemps sur la 51 parce qu'il y a pendant les heures de pointe des horaires très très longs. Donc, en effet, quand on rajoute des voies sur la D9, on va juste avoir plus de voitures. C'est pas la solution. Ça, c'est un constat. Qu'est-ce que vous proposez? C'est un constat. Ce qu'on contre propose. Le BHNS. Oui, ce que je C'est quoi propose. votre solution? En effet, c'est aussi de partir sur le rail. Le tram-train, c'est une solution qui est proposée depuis très longtemps par des collectifs à Aix-en-Provence et qui, en effet, ne toucherait pas qu'Aix-en-Provence. Et c'est ça aussi. C'est facile de dire c'est la SNCF, c'est la métropole. C'est quoi concrètement? Le tram-train. Alors, en fait, c'est comme Monsieur Le Bernard tram-train. C'est un tram-train. En gros. Alors, à la fois, on utilise les rails qui sont existants. Mais ensuite, on crée aussi des lignes de tramway pour atteindre, par exemple, la Duranne et d'autres pôles autour d'Aix-en-Provence. Et donc, ça peut se faire même en 2 fois. Si on veut aller un peu plus vite, on peut déjà commencer sur les rails et ensuite construire la ligne de tramway. Et c'est une machine, le Citadis, qui est à la fois sur les rails et sur les lignes de tramway. Et ça fait ça existe à Lyon ou à Paris, par exemple. Et là, on peut mettre 3 fois le BHNS dans une rame. C'est chiffré, ça? C'est chiffré et je vous invite à regarder Tram-Train sur Aix-en-Provence. On a des collectifs qui travaillent sur ce projet, qui le proposent et on ne les écoute pas. Dans votre programme, il y a également un travail sur la mise en place d'une véritable liaison entre Aix et Marseille. Exactement, on sait que une liaison RER. Ça, vous êtes courageuse parce que ça justement, fait des années qu'on en parle, ça n'a jamais marché. Justement, ça montre encore une fois qu'il y a un problème avec la métropole. Est-ce que vous allez réussir à résoudre un problème que personne n'a réussi à résoudre avant que vous repreniez le dossier. Justement, je pense qu'il faut avoir le courage d'y aller. Donc, il faut être beaucoup plus présent à la métropole. On a des conseillers municipaux. Et aussi, ce qu'il manque aujourd'hui à la métropole, et pourtant ça a été demandé dans le plan Marseille en Grand, c'est un vrai syndicat des transports. On a des groupes de consultation, mais on n'a pas un syndicat de transport qui pourrait vraiment avoir un poids supplémentaire. Donc on veut déjà encourager la création de ce syndicat de transport. Et ensuite, on a des conseillers, il faut taper du poing sur la table. Alors avant de parler du vélo, un mot sur les parkings. Juste une alerte. Très, très rapidement. Le rail, là, si on attend encore, il ne sera plus utilisable de la même manière. Donc j'alerte sur l'imminence et l'importance de me le mettre en route. On a fait déjà très très long. Sophie Joassin, sur les parkings, il faut plus de parkings Moi je pense dans ces cas-là qu'il faut alerter la SNCF, comme je l'ai déjà fait à maintes reprises. Bon, sur les parkings. Sur les parkings, bien sûr qu'il faut plus de parkings. Il faut plus de parkings. Ça veut dire que là aussi on attire les voitures à venir le problème, en centre-ville. Vous parlez de parking, moi je parle de parking dans le centre-ville. Alors sur le pourtour du centre-ville. D'accord. Sur le pourtour du centre-ville. Il s'agit effectivement de laisser le plus possible la place aux piétons dans les rues du centre-ville qui sont souvent bien étroites. Mais au-delà de cela, il faut faire revenir des familles vivre en centre-ville. Et pour cela, il y a une politique de logement, mais je pense qu'on l'abordera tout à l'heure. Il faut aussi que les gens puissent se garer. Il est certain qu'une famille qui fait des courses, par exemple, et qui a 2 enfants en bas âge, pourra difficilement, je dirais, prendre un transport en commun. C'est compliqué. Donc il faut leur permettre de rentrer dans la ville, de faire ce qu'ils ont à faire et d'aller garer leur parking sur le pourtour. Le problème étant que la métropole qui gère le parking, c'est la métropole qui gère la majorité des parkings. Pas tous, mais la grande majorité. Tous les parkings, si, tous. Tous. Et justement, dans la loi 3DS, il y avait la possibilité qu'une partie des parkings qui sont justement autour du centre-ville puissent être des parkings d'intérêt communal. Si vous les récupérez, ça n'a pas été le cas. Si vous les récupérez, c'est quoi l'avantage pour les gens qui viennent à Aix? C'est de payer moins cher les parkings parce que là, mais bien sûr, c'est d'adapter. C'est sur la politique tarifaire que c'est important de récupérer les parkings. Alors, 2 choses. La première, c'est la politique tarifaire pour les abonnés, évidemment, les résidents. Ensuite, pour les manifestations commerciales, pour les manifestations sportives et culturelles, où il est important de pouvoir recevoir aussi des visiteurs et de pouvoir faire en sorte qu'ils se garent à l'extérieur de la ville. Il y a aussi des parkings relais qui permettent cela avec des transports en commun, ou peut-être des vélos électriques demain d'ailleurs, en libre service, qui permettront l'aller-retour. Mais au-delà de cela, il y a aussi un autre problème, c'est que ces parkings génèrent pas mal de moyens financiers. Mon ancien adjoint à l'urbanisme me disait, c'est 7 millions de bénéfices.
7 millions de bénéfices, nous, ça nous servirait à construire de nouveaux parkings. Mais nous avons trouvé le moyen de faire en sorte d'avoir la construction de 2 parkings, un en haut de la ville et un en bas. Très rapidement sur les parkings, M. Gégère. Oui, il est évident qu'il manque des parkings à Aix. Vous aussi, vous êtes pour la récupération des parkings. Mais c'est une évidence. On n'aurait jamais dû les céder. Alors on les a cédés à une époque. La métropole qui les a pris. À une époque où il fallait financer de nouveaux parkings. Bon, maintenant que c'est fait et je pense très largement amorti, il faut engager une négociation ferme avec la métropole pour récupérer ces parkings qui sont une véritable vache à lait. Il manque des places de parking pour les familles. Alors ça a été tenté, la récupération de la compétence, ça a été rejeté par le tribunal administratif. Donc c'est pas une mince affaire de récupérer les parkings. Il faut poser le problème à nos juristes et puis trouver les voies et moyens pour y aller. Voilà. Mais à Aix, la réponse, c'est pas moi, c'est la métropole. Non, pas du tout, les contentieux. Donc il faut continuer à se battre avec la métropole, récupérer les parkings. On en a besoin également pour les commerces qui se plaignent qu'aux heures de pointe, il n'y a plus de place dans nos parkings. Il faut plus de parkings. Moi, j'ai une vision différente. Non, il ne faut pas encore des parkings et toujours des parkings qui favorisent la manne de 7 millions d'euros si la commune peut récupérer. Mais la commune ne récupérera pas les parkings. Si. On s'est fait avoir, on nous a donné les piscines qui là sont un trou financier et on nous a pris allègrement les parkings. Donc je voulais simplement dire que des parkings qui seraient pratiquement des parkings de centre-ville ne feraient qu'ajouter à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une circulation anarchique, une circulation maladive qui est celle de notre ville. Il faut absolument développer les parkings relais, inciter le citoyen à y aller, établir un certain nombre de règles et faire en sorte que pour les citoyens, ça soit naturel d'aller dans ces parkings relais qui seront amenés par navette, bien entendu, jusqu'au centre-ville. Monsieur Klein, sur les parkings, très rapidement, s'il vous plaît. Récupérer les parkings, ça veut dire... Vous êtes tous... récupérer les parkings, ça veut dire... Excusez-moi, récupérer les parkings, ça veut dire qu'on les a perdus. Pourquoi on les a perdus ? Pour la politique de la chaise vide à la métropole. Et malheureusement, Aix-en-Provence n'a pas joué son rôle. Et donc, on nous a confisqué les parkings. Quand je vous entends également dire faire revenir les familles, ça veut dire qu'on les a perdus aussi. Et il ne fallait pas les perdre. Et je pense que la politique de piétonisation et l'absence, justement, de projets de parking qui soient pour les familles, qui leur permettent d'en disposer, est un échec et qu'il faut y revenir. Est-ce qu'il faut des parkings supplémentaires ? Et est-ce que vous êtes avocat, donc il y a 2 juristes au moins sur ce plateau-là, et vous êtes optimiste quant à l'éventualité de récupérer en compétence propre les parkings ? Alors, très rapidement. De manière judiciaire, pour l'instant, le tribunal administratif a jugé le contraire. C'est ce que j'ai dit. Donc je ne suis pas très optimiste. Par contre, je pense qu'il y a une négociation, et c'est là où il faut être présent, et je souhaite être l'avocat précisément d'Aix-en-Provence à la métropole. Ok, très bien. Julie Bronin. Je n'ai pas beaucoup entendu l'avocat à la métropole jusqu'à présent. Julie Bronin. Pourquoi il ne s'est pas associé à votre recours ? Allez. Julie Bronin. Parce que non, je voudrais qu'on dise un mot sur les vélos, et on a déjà largement dépassé le temps qui nous était imparti sur cette thématique-là. Julie Bronin. Donc, pour les parkings, c'était bien ça la question ? Oui. Non, pas plus de parking en centre-ville, parce que c'est comme l'histoire de la D9, ça ramène des voitures. Il faut moins de voitures. En effet, je soutiens quand même l'idée de développer les parkings relais, notamment parce qu'aujourd'hui, quand même, les prix ont beaucoup augmenté, il faut y retourner chaque jour, donc il y a des règles qui font que ce n'est pas pratique d'utiliser ces parkings relais. Donc, il faut faciliter ça. Et ensuite, en effet, développer les mobilités douces pour que les gens n'aient pas besoin d'utiliser la voiture pour aller au centre-ville. On y vient, le vélo, on va en parler très très rapidement parce qu'il faut qu'on passe au logement très rapidement. Donc l'association Adava Pays d'Aix, qui promeut évidemment l'utilisation du vélo, vous a envoyé un questionnaire à vous, à l'ensemble des candidats, pour connaître vos positions sur la politique cyclable. Quelle est votre politique cyclable sur le vélo ? 108 km de pistes cyclables. 114. Vous l'avez dit, Sophie Joissin. Alors, on a juste fini avec Julie Bronin. Vous proposez des pistes. Alors, je ne sais pas, vous avez tous répondu au questionnaire ? Oui, non ? Oui, tous. Certains étaient même... Très bien. Alors, ils demandent entre autres, on ne va pas rentrer dans la liste exhaustive de toutes leurs demandes, mais entre autres, il y a des pistes cyclables séparées de la chaussée, de manière à pouvoir circuler en toute sécurité, sanctuariser des pistes cyclables. Vous êtes OK avec cette proposition-là ? Oui, on soutient cette proposition parce qu'aujourd'hui, en effet, il y a de la voie cyclable à Aix-en-Provence, mais il y a aussi beaucoup de voies qui sont soit sur les voies de bus, soit pas séparées des voitures. C'est très dangereux et ça n'encourage pas à prendre le vélo. Donc, on veut des bandes en dur qui séparent des voitures
Et par contre, on prend bien en compte que c'est quelque chose qu'il faut discuter avec les habitants, notamment les CIQ et les comités de quartier, car si on ne prend pas sur la route, il faut prendre par exemple sur le trottoir. Et donc, on passe par la concertation et la consultation avec les habitants de ces habitants. Sophie Joissaint. Alors, moi, je dirais qu'on a dépensé 21 millions d'euros depuis 2021, justement, sur la construction de voies vélo, de pistes et de bandes cyclables, ce sont deux choses distinctes, qu'il demeure aujourd'hui sur les 114 km effectués des discontinuités, que nous travaillons dessus bien sûr, que nous souhaitons aussi que ces voies cyclables permettent d'amener au village d'Aiguille, au village de Venelle, au village du Tolonnais, mais qu'évidemment, il y a parfois des écueils. Un rond-point peut être un écueil, des feux à un certain endroit peuvent être aussi un écueil. Donc nous travaillons évidemment activement à cela. Ensuite, ce que nous souhaitons aussi, c'est avoir des vélos électriques qui, soit dans les parkings relais, c'est du domaine métropolitain, mais ça je pense qu'on va l'obtenir, et en même temps auprès des facultés pour encourager les étudiants à s'en servir. Alors on se parle, il n'y a pas de système de location de vélos en libre service. Hein. Non, Pourquoi Ça va venir parce qu'en fait, Oui, en 2007. En 2007. 2007-2011. C'était très 2007-2011, il n'y avait pas suffisamment d'utilisateurs, c'est pour ça que ça a été abandonné. En plus, oui. Bon. Il y a à peu près 4 personnes qui utilisent le vélo sur Aix. 4% de Très très rapidement. Mais moi, Monsieur Gégé. Alors, il est évident qu'il faut des pistes cyclables, pas des voies cyclables, parce que comme ça a été dit, il n'y a rien de plus dangereux, notamment pour les sanctuariser. enfants. Il faut les sanctuariser, mais pas avec des bordures en dur. Il n'y a rien de plus casse-gueule que ça. Il faut avoir fait du vélo en ville ou du scooter ou de la moto pour savoir que les bandes en dur, c'est hyper casse-gueule. Donc vous êtes là-dessus, sanctuariser. Il faut les sanctuariser. Alors, dans le centre-ville, c'est hyper difficile, mais partout où c'est possible, il faut séparer physiquement les voies. Marc Pénard. Centre-ville impossible. Oui, donc effectivement, aujourd'hui, la municipalité n'a pas rempli ses promesses et ce qu'elle nous a lancé en termes de pistes cyclables. Je vais répéter la même chose, il nous faut des pistes cyclables sécurisées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut un investissement d'ailleurs financier important, il faut savoir... Mais quand Sophie Joissaint vous dit qu'il y a des endroits où c'est impossible, mais, on le voit à Marseille, c'est vrai qu'il y a des endroits où on se dit, bon là c'est compliqué, il y a une continuité de la piste. Mais les endroits qui sont impossibles, c'est en gros le centre-ville, c'est pas le reste. Tout le reste est possible. Mais j'ajoute une chose. Un plan vélo, ça se conçoit dans un ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la circulation à Aix? Comment demain va se faire cette circulation? Par exemple, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une limitation à 30 km/h pour les voitures, parce que si on cohabite encore quelque temps entre cyclistes et voitures, il va falloir réguler petit à petit la circulation. Et ça, c'est très important. J'ai vu le succès dans de nombreuses villes de cette régulation où on cohabite et on vit bien ensemble. Philippe Klein, sur le vélo. Oui, au débat sur la DAVA, eh bien, nous étions tous les candidats, sauf Mme Joissaint, et donc nous n'avons pas pu débattre de son bilan. C'est dommage, parce qu'on vous aurait dit que les... Mon adjointe a eu un problème au dernier moment. Pardon ? Sur la DAVA, je devais y aller. Bon. D'accord, mais il n'y avait personne pour vous. Bon, il n'y avait personne pour vous. Mais c'est important, parce que je pense que quand on veut se présenter dans la continuité de quelque chose, eh bien, il faut démontrer que ce que l'on a fait est compatible avec ce que l'on propose de faire. J'entends bien. Moi, je vous pose une question sur la piste séparée ou pas. Et continuer ne correspond pas à ce qui peut être la solution pour les mobilités douces pour l'avenir. Pour ma part, j'ai proposé de dédier en centre-ville des rues propres au vélo, car nous avons suffisamment de rues pour pouvoir avoir 4 rues qui vont aux 4 points cardinaux. Et ensuite, je pense que le vélo à assistance électrique... C'est juste des... Non, piétons et vélo, et de manière ombragée qui plus est. Donc on n'est pas complètement sanctuarisé sur l'utilisation du vélo. On n'est pas totalement sanctuarisé sur l'utilisation du vélo. C'est une cohabitation avec le piéton. Bien entendu, mais je pense qu'il faut traiter le vélo à part entière et qu'on peut réserver des voies pour les vélos dans le centre-ville, de la même manière que l'on peut faire avec l'assistance électrique des détours qui auparavant n'étaient pas permis, ce qui faisait qu'on était obligé de suivre les routes. Maintenant, on peut faire des détours. On va parler du logement allègrement débordé. En tout cas, ça fait plaisir que le vélo soit au centre des campagnes municipales et c'est le cycliste qui vous parle. Donc ça, c'était plutôt un point positif. On va évoquer la thématique du logement. Aix est l'une des villes les plus chères du département des Bouches-du-Rhône. 4e position. Alors, il y a beaucoup de classements. Moi, j'ai choisi le classement du Figaro immobilier. Cassis le Tolonnais, c'est juste à côté d'Aix-en-Provence, Carry-le-Rouet et Aix-en-Provence. Donc, c'est un classement qui est établi sur la base du prix moyen au mètre carré des ventes de ce mois-ci. Donc, c'est un classement très récent. Encore une fois, il y en a plusieurs. Voilà, moi, j'ai choisi celui du Figaro.
Juste avant de vous entendre sur la question du logement, on va écouter le 6e candidat qui n'est pas sur ce plateau, Mounir Benamar, candidat divers écologiste, puisque c'est comme ça qu'il est répertorié au sein de la préfecture. Écoutons-le. Il y a des personnes depuis des mois, vous l'avez vu au niveau du marché, qui vivent sans chauffage, quelquefois sans eau chaude et avec des rats et des cafards. Et donc cette indignité, plus des immeubles qui menacent ruine au niveau du centre-ville, au niveau de la liste ex-vivante et populaire. Donc nous souhaitons qu'il y ait un développement harmonieux au niveau de l'urbanisme, pas d'étalement urbain, de la densification, de la réhabilitation au niveau des normes énergétiques. Par rapport au logement et au coût du loyer, donc une des mesures, c'est l'expérimentation du contrôle strict des loyers sur le territoire, la remise sur le marché immobilier des logements vacants, puisqu'il y a près de 8000 logements vacants sur le territoire, et avec les architectes urbanistes et de nombreuses associations, nous pourrions remettre sur le marché 2000 à 3000 logements en centre-ville, en accompagnant les propriétaires. Sophie Joassin, il y a 8000 logements vacants à Aix-en-Provence. Il y en a un peu plus de 7000. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, dont 2600 le sont de façon structurelle, c'est-à-dire depuis plus de 3 ans. Alors ce que nous avons fait avec la métropole, d'ailleurs, puisque c'est la métropole qui a la compétence de l'habitat, c'est de travailler sur le dispositif ORI. On a identifié 12 immeubles, effectivement, qui ont été vendus et qui pourront être rénovés avec un accompagnement conséquent, mais surtout de l'aide à la pierre et de la métropole, qui pourront être rénovés et loués à coût maîtrisé. C'est un peu le modèle que l'on souhaite faire avec la foncière de la SEM de la ville, qui permettrait effectivement d'acheter des immeubles, notamment dans le quartier du Faubourg, qui sont aujourd'hui parfois un peu vétustes, que les propriétaires souhaitent vendre, de manière à les réhabiliter et à faire du logement à coût maîtrisé. Pourquoi ? Parce que sur Aix-en-Provence, nous avons donc l'obligation, comme toutes les communes, de construire 25% de logements sociaux. 22 à peu près. Hein. Nous sommes à 21,3, voilà. Exactement. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise moyenne par rapport à la moyenne nationale qui est de 15,7. Mais néanmoins, il faut qu'on poursuive. Parce que vous payez des amendes. Hein. Oui, on a payé 600 000 € d'amende cette année. On s'en passerait bien. Et il faut aussi, et il faut reconstituer surtout la chaîne du logement. Donc depuis 2022, j'ai fait voter une charte du logement dans laquelle, à chaque fois qu'il y a une acquisition et qu'il y a 25% ou une construction, 25% de logements sociaux qui sont dans cette construction, à partir de 1000 m², le seuil est de 1000 m², eh bien on construit aussi 15% de logements à coût maîtrisé. Il y a des projets. Ça veut dire du BRS, ça veut dire de l'accession sociale à la propriété. Oui, toute opération de plus de 1000 m², au moins 25% pour du logement locatif social. Il y a des projets oui, par exemple, oui, bien sûr, l'immeuble de la caserne Forbin, bien sûr. 800 logements par an à peu près, c'est ce que vous prévoyez dans votre 800-900. 900 dans le sur le PLH. Et ça, si sur la durée de votre mandature, ça vous permettrait d'arriver aux 25%? Non, imposé par la loi. Parce qu'effectivement, c'est sur l'existence, c'est 25%, et d'ailleurs, c'est très mal adapté à différentes communes. Marc Pénat, encadrement des loyers, faut encadrer les loyers. Entre autres, on reviendra aussi sur le permis de louer, mais parmi vos propositions, il y a l'encadrement des loyers, ce que vous pouvez faire d'un point de vue juridique. Les compétences des maires peuvent le faire. Non, il y a 2 problèmes à la fois. Le logement, c'est sa cherté et sa rareté. D'accord ? C'est les 2 à la fois. Qui explique d'ailleurs en partie la hausse. Donc c'est un problème très important parce qu'en fait, on fait fuir des Aixois qui vont aller très loin se loger, très 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 loin parfois, qui vont donc ensuite avoir un bassin de vie qui va revenir vers Aix. Ça explique les difficultés, ça explique les embouteillages, et donc le logement, c'est aussi très important pour l'équilibre général de la ville. Les logements sociaux sont insuffisants. La loi SRU, ce n'est pas une loi idéologique, c'est une obligation républicaine. Et ce territoire-là, pas qu'Aix-en-Provence, ce territoire-là est parmi les derniers, comme vous le savez. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un hasard. C'est la raison pour laquelle les communes paient des amendes quand elles ne respectent pas la loi. Vous faites quoi ? Il faut en construire plus, et si vous les construisez où ? Alors, je reprends ce que... Et combien ? Oui, je reprends ce que disait Sophie Joassin. Moi, c'est pas à partir de 1000 m², c'est dès 500 m² que je mets en place l'obligation de construire des logements sociaux. Ça a été évalué par une association d'urbanistes qui s'appelle Devenir. Je n'invente rien. Et donc, on va pousser, comme on avait déjà poussé à passer de 2000 à 1000, nous allons
Vu les besoins, oui, de rien du tout. vu les besoins, nous allons passer de 1000 à 500 et on va construire à ce moment-là des logements sociaux qui nous permettra assez rapidement d'atteindre les critères de la loi SRU. Et les permis de louer? Alors, il y a deux choses. Il y a lutter contre l'habitat indigne. Le permis de louer a été fait à la résidence des facultés, c'est près de chez moi. Il y a plein d'autres endroits. C'est tout à Aix-en-Provence. Hein. Oui, c'est tout pour l'instant. Mais moi, je pense. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, il y a faut plein élargir, par exemple, à l'ensemble de la commune. Je rappelle le permis de louer en 10 secondes, parce que peut-être les gens ne savent pas ce que c'est. Pour faire simple, c'est une vérification de l'appartement qui soit effectivement en état d'être loué. J'ai fait très très simple, mais on n'a pas le temps de développer. Vous avez dit l'essentiel. Voilà. Oui, ça ne peut se faire qu'au niveau communal. Et le permis de louer n'est pas actionnable à tout instant, mais il permet à la commune, par définition, d'avoir une vue d'ensemble de son habitat et d'intervenir lorsque des propriétaires ou des groupes financiers ne respectent pas leurs locataires, ne respectent pas les critères d'un habitat, je dirais tout simplement convenable. Et je reviens sur l'encadrement des loyers. Oui, il le faut, l'encadrement des loyers. Il y a un encadrement des loyers à Paris, il y a un encadrement des loyers à Lyon, il y a un encadrement des loyers à Strasbourg, à Nantes. Permis de par louer sur l'ensemble de la hasard, des commune. villes de gauche, par hasard. C'est Permis le de louer hasard. sur l'ensemble de la C'est commune. le hasard. Or, cet encadrement des loyers, donne la parole il juste marche. après, C'est pour oui. ça que j'ai cité les villes. Allez voir leur site, ça a marché. Permis de louer, encadrement de loyer, permis de louer sur l'ensemble de la commune. J'ai demandé effectivement à l'instaurer, ce qui C'est la est métropole, le cas. qui met en place C'est la ce- métropole, bien sûr, qui a en charge ces outils. Donc, ça a été voté en conseil métropolitain et sur la commune. Le permis de louer, sur tout ce qui est bâtiment, effectivement vétuste avec des marchands de sommeil, je suis pleinement d'accord. Sur le reste, non. Il y a aussi d'autres méthodes d'accompagnement. Philippe Klein, sur le logement. Or, sur le logement, il faut remettre sur le marché les logements qui peuvent l'être. Ça, c'est l'action immédiate. Et nous avons effectivement la Combien possibilité il y en a ? de le Vous savez faire. Or, il y en a plus de 12 000, d'après ce que je peux répertorier, entre les logements vacants, les logements de bureaux qui sont vacants et qui peuvent être reconvertis, entre les logements sous-utilisés, puisque vous avez des grandes maisons qui sont occupées par des couples dont les enfants sont partis et qui, parfois, par une aide, une assistance, ne serait-ce que réglementaire, pourraient bien mettre une partie de ce logement à disposition. Je pense qu'il faut aller aider ces propriétaires, parce que souvent, et je le sais en tant qu'avocat, c'est qu'ils ont des problèmes. Et peut-être qu'on pourrait imaginer un office qui vient louer ces logements vacants à ces personnes-là, et qui va pouvoir faire des travaux, qui va pouvoir donc payer des loyers moins chers, qui va pouvoir Pas d'encadrement de relouer. loyer, pas de permis de louer. Pas Donc vous êtes plus dans l'incitation que dans des mesures coercitives. Qu'il faut D'accord. aider. Et vous pensez que ça marche, ça ? Par contre, le permis de louer, exceptionnellement, et je l'ai voté également à la métropole pour les facultés, parce que je suis d'accord, c'est uniquement sur des résidences qui sont en grande difficulté qu'il faut le faire. C'est un bon instrument juridique, mais qui doit rester exceptionnel. Julie Borona, dans votre programme, il y a marqué construire, enfin, c'est votre programme, hein. 450 logements par an, je ne me trompe pas. Oui, donc 40% de logements très sociaux. Je me suis interrogé sur le trait. Moi, je faisais, il y avait des logements sociaux tout court. Le trait, c'est... Et non, il y a... D'accord. Il y a différents types de logements sociaux, en effet, par niveau de revenus. Et à Aix-en-Provence, les logements les plus sociaux, on est à environ 5%, même moins. D'accord, Un peu 4 et 4. Merci pour la précision. Donc, c'est pour ça, nous, on veut absolument que quand on crée des logements sociaux, on pense aussi aux logements les plus sociaux pour les familles qui en ont vraiment besoin, qui sont très précaires. Donc, en effet, construire, j'aimerais bien quand même m'exprimer aussi sur les autres mesures. Vous avez la parole. Donc, en effet, il faut, le nerf de la guerre, ça va être de baisser le prix du logement. Donc, l'encadrement des loyers, absolument. On a cette possibilité, il faut l'étendre. Lutter contre les logements vacants et les Airbnb, parce que bon, c'est facile de dire qu'il n'y a plus de familles au centre-ville. Il faut réguler le marché saisonnier. Bien sûr, il faut réguler en baissant à 90 jours, par exemple. Comme à Marseille. Comme à Marseille, parce qu'à Aix-en-Provence... C'est l'un des responsables de la hausse. Attendez, laissez parler Julie Borona. J'ai du mal à en placer, décidément. Allez-y, Julie Borona. Donc oui, en effet, il faut aussi lutter contre les Airbnb, aider au logement intergénérationnel pour les logements qui sont sous-occupés. Mais pour faire tout ça, c'est bien de le marquer en effet dans les programmes. Ensuite, comme d'habitude, il faut respecter ses engagements. Donc comment on fait ? Nous, ce qu'on souhaite, c'est aussi d'avoir une brigade du logement. Donc, ça serait des personnes qui vont sur le terrain. C'est pas juste un guichet à la mairie où les gens doivent passer. C'est des personnes qui iraient voir les habitantes et les habitants pour les aider dans leur démarche et aussi contrôler, par exemple, le permis de louer et l'encadrement. Alors, vous dites qu'il faut aussi lutter contre la discrimination dans l'attribution des logements sociaux. Pourquoi ? Vous pensez qu'il y a de la discrimination dans l'attribution des logements sociaux ? Il y a un gros manque de transparence à Aix-en-Provence sur les logements sociaux et sur beaucoup d'autres choses. Donc,
Nous, ce que nous proposons, c'est d'anonymiser partiellement les dossiers. Comme ça, on s'assure qu'il n'y aura pas de discrimination. Sophie Joissaint vous répond et après... Aujourd'hui, Monsieur Gégère. Plus la ville, et depuis un certain temps déjà, malheureusement, depuis la loi Elan, qui avait la maîtrise des commissions d'attribution. Aujourd'hui, c'est principalement l'État, avec la métropole, le département et la commune. Et l'État, évidemment, fait passer des lignes. Il y a évidemment aussi des quotas par rapport à les logements très sociaux. C'est une évidence. Alors, moi, je vais dire quand même ce qui m'importe au niveau de l'urbanisation et du logement, c'est que je suis contre totalement la surdensification urbaine et la bétonisation. Parce qu'on va se retrouver avec des endroits qui seront des cités dortoirs, des villages dortoirs. Et ça, je le refuse absolument pour ma ville, qui est une ville magnifique. Et la Durane, aujourd'hui, a un cœur de village. Mais pas sur la petite couronne, pas sur la deuxième. Monsieur Gégère, qu'on n'a pas entendu sur cette thématique-là, et on va passer à la sécurité après. Monsieur Gégère, attendez, j'avais juste une question. Je reviens sur votre programme, mais peut-être que je l'ai encore une fois mal lu. Enfin, encore que tout à l'heure, j'avais bien lu quand même, sur le bus à haute qualité de service. Oui, non, c'est vous qui... Bon, dynamiser la production de logements accessibles, ça veut dire quoi? C'est ce que ça veut dire à des prix qui font que nos enfants puissent se loger à Aix et pas partir à Marseille. Oui. Parce que c'est ce qui se passe. Est-ce que ça veut dire construire aussi? Alors oui, moi je suis étonné de ce que dit Mme Joissaint, qui dit il y a qu'à, on va faire, mais vous êtes là depuis 25 ans. Alors que n'avez-vous fait tout ça avant? Alors, Sophie Joissaint est là depuis 2021. Oui, enfin, excusez-moi. Ce travail avait été... Non, mais elle était... C'est un argument de campagne. C'est un argument de campagne. Non, mais c'est pas un argument de campagne. Ça fait pas un programme. Oui, vous avez raison, c'est une réalité factuelle. Elle était avant au cabinet de sa mère, elle est dans le système depuis très longtemps. Allez, monsieur Gégère. Alors, il faut mettre des logements sur le marché. C'est comme ça qu'on fera baisser les prix, qu'on régulera tout ça. C'est pas en encadrant forcément les loyers. Alors, il y a 7500 logements. Pas d'encadrement de loyer, pas de permis de louer. Sûrement pas. Bon. Sûrement pas. Si vous voulez que les investisseurs s'en aillent, faites ça. Alors, pas du tout. Laissez-moi parler, mais je ne vous ai pas interrompu. S'il vous plaît. Alors, il y a 7500 logements vacants. Il faut les réhabiliter. Et il faut faire ce qui a été fait à Marseille, un grand plan de réhabilitation qui a suivi l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, avec l'État, la région, le département, la métropole et la ville, pour aider les propriétaires qui ne le peuvent pas à réhabiliter leurs logements pour les mettre sur le marché. Il faut également contrôler les prix des logements neufs, en mettre plus. En 2024, c'est les derniers chiffres qu'on a, il y a eu 600 logements, 600 autorisations de lancement de logements à Aix. Il en faut plus d'1 millier. Le bâtiment, je vous rappelle, est la première filière économique d'Aix. Donc il faut négocier avec les promoteurs quand ils demandent... Mais pas de coercition, pas de permis de louer, encore une fois, je reviens, pas de réquisition. Quand ils posent des permis... Quand ils déposent des permis de construire... Quand ils déposent des permis de construire... on va parler de sécurité. Sur le logement saisonnier, j'ai proposé que l'autorisation soit donnée de louer un local, une résidence secondaire à titre saisonnier 4 mois par an, à la condition que les 8 autres mois soient destinés à être loués à un étudiant et qui va libérer par conséquent des locaux qui pourront être utilisés très rapidement, par les jeunes actifs. Sophie Joissaint vous répond. Merci. Mais sur le logement, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire. Non, mais on va... Nous prévoyons... Attendez, nous prévoyons... Avec notre temps est contraint. Oui, mais pour le logement et la construction, nous prévoyons une résidence étudiante publique. Les étudiants ne se logent plus convenablement à Aix-en-Provence, et j'y tiens beaucoup, des places d'hébergement d'urgence pour les sans-abri et ceux qui sont le plus en difficulté. Vous l'avez dit, 40 000 étudiants à Aix-en-Provence, ça fait un habitant sur 3. Alors, tous les étudiants qui étudient à Aix-en-Provence n'habitent pas forcément à Aix-en-Provence, mais enfin, 40 000 étudiants, ça fait une petite commune. Et Monsieur Pénat disait... Logement étudiant, Sophie Joissaint. Monsieur Pénat disait qu'il y avait 5 000 étudiants de moins. Ce n'est pas vrai. J'ai eu Éric Berton, le président de l'université, au téléphone. Il y en a 1200 de plus sur l'AMU cette année. Si. Il faut plus de logements étudiants. Il faut plus de logements étudiants. Nous en avons livré 600 sur les 2 dernières années. Et nous allons poursuivre, bien évidemment, les résidences étudiantes. Ça, c'est une certitude avec le partage des 25%, des 15% que nous avons voté. Sur le Airbnb. Très rapidement. Sur le Airbnb, oui. Moi, il faut limiter. Aix n'est pas en capacité en surtourisme du tout. Nous ne sommes pas dans les chiffres. Par contre, il faut limiter à une résidence secondaire de manière... Moi, je suis pour la propriété privée. C'est pas forcément le cas. Il ne faut pas baisser les 120, 90 comme Marseille, non. Non, pas pour l'instant. On pourra y venir. Allez, on va parler de problème, mais pas pour le moment. On va parler de sécurité. Proportionne. Si vous êtes OK, voilà. Vraiment, on a pris beaucoup de retard. On va commencer avec vous, Julie
Julie Borona. L'esprit de votre programme en ce qui concerne la sécurité, évidemment, c'est la prévention. Il faut plus de prévention et pas forcément augmenter de façon systématique à la fois le nombre de policiers municipaux et le nombre de caméras vidéosurveillance. Alors oui. Je ne dis pas forcément, mais pas forcément, en je pose effet. la question et vous Donc allez y nous, répondre. ce qu'on considère, en effet, c'est qu'il ne faut pas se baser sur la prévention et la médiation et pas sur la répression, car on fait ça depuis un moment, on voit très bien que ça ne marche pas. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir plus de policiers et de médiateurs dans les rues avec une police municipale de proximité, comme ça existait avant, en fait. Et c'est bien dommage que ça ne soit plus le cas, car c'est comme ça que ça fonctionne, c'est avec des personnes qui sont sur le terrain, que les gens connaissent, et qui vont avoir un climat plus de tranquillité publique. Julie Borona, j'ai bien compris que vous souhaitiez qu'il y ait plus de proximité avec plus de médiateurs qui interviennent dans les quartiers difficiles d'Aix-en-Provence. Mais est-ce que vous connaissez un endroit en France où ça a marché, ça? Et pourquoi ça ne marcherait pas? Je vous pose la question. Mais Est-ce que vous connaissez un endroit en France où ça a marché? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas ce genre de solution. On va faire de la répression, on va mettre des caméras partout. Certains qui proposent même de mettre de l'intelligence artificielle, ce qui empirerait encore plus les choses, au lieu de recréer une police de proximité. Donc là est le problème. Nous, on ne veut pas de caméras qui vont suivre les gens parce que les caméras, ça ne descend pas de son mât pour sauver les personnes qui sont agressées. Oui, mais enfin, ça peut résoudre quelques on voit bien enquêtes. les statistiques qui sont sorties. Il y en a quand même, le pourcentage est minime, oui, c'est compliqué, vous savez bien. Laurent Mukeli, c'est entre 1 et 3%, et par contre, c'est ridicule. Les associations de policiers ou les syndicats disent que c'est beaucoup plus. Donc, c'est compliqué d'avoir des chiffres très précis. On n'a pas d'études vraiment très claires et précises là-dessus. Vidéosurveillance, on y reste? Moratoire? Moratoire sur la vidéosurveillance. En effet, on veut arrêter de rajouter des caméras et on veut plutôt augmenter le nombre de médiateurs et de policiers municipaux et donc mettre plus de personnes dans la rue. Plus combien? Plus combien? Ça va dépendre honnêtement des quartiers. En fait, on veut d'abord voir avec les habitants quels sont les quartiers où il y a besoin de plus de présence. On les connaît, des quartiers qui sont un peu tendus à Aix-en-Provence, à Ancagnane. Il y a des besoins qui sont différents. 75% de la moyenne de la ville en termes de délinquance. En effet. Qui sont identifiés. Il y a des problématiques qui sont différentes en fonction des quartiers. Il y en a où il y aura plus de cambriolage, l'autre où il y aura plus de trafic. Et bien sûr, encore une fois, on ne peut pas lutter, nous, contre le trafic en tant que municipalité. Philippe Cléin, plus de policiers municipaux, 10 pour 800 habitants. Tout à fait. Et pour ça... Donc ça fait 188 en tout, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Vous avez bien calculé, bravo. Et merci. 2015-2025, bon, là je me suis trompé, mais bon. Et pour y parvenir, il faut maîtriser les finances, et donc il faut maîtriser le budget de fonctionnement. Et la Cour des comptes nous a dit que ce budget de fonctionnement est en train de déraper, plus 24% dans les 4 dernières années. Je souhaite donc qu'il y ait un audit des finances qui va permettre cette réduction, cette redistribution. Alors les audits, généralement, c'est pour ceux qui veulent gagner du temps. Hein. Non, c'est pas pour gagner du temps, c'est pour agir immédiatement, parce qu'il ne faut pas promettre sans avoir les moyens. Et si on ne veut pas augmenter les impôts, mais qu'on veut augmenter le nombre de policiers municipaux, il faut se donner les moyens financiers. C'est ce que je souhaite faire. Je veux également des caméras de vidéoprotection qui soient avec une intelligence artificielle exclusivement à destination de la justice, et c'est parfaitement possible en accord avec la CNIL. Plus qu'aujourd'hui. Enfin, plus qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'à Aix-en-Provence, on puisse avoir des moyens de surveillance qui permettent d'identifier toutes les infractions. Et dans le cadre du réseau SOX que je veux mettre en place, eh bien, il y aura une focalisation dès qu'un bouton sera appuyé, qu'il soit dans la rue ou qu'il soit sur les smartphones. Une bande d'appel d'urgence, mais alors là, on tombe sur qui là? Il y a qui à l'autre bout de la ligne? Il y a bien évidemment un service de police municipale, bien entendu. Bien entendu. Non, c'est moi qui ai demandé. Vous avez la même idée. Et je vous ai même fait remarquer. Je vous ai fait remarquer que vous avez copié M. Estrosi, ce qui m'a beaucoup surpris d'ailleurs. Peu importe. Bande d'appel. Alors donc c'est policier municipal qui est un policier et avec un réseau qui va après relayer un policier. La sécurité, c'est la question de tous. Et donc je veux inclure les commerçants, je veux inclure les chauffeurs de bus, je veux inclure les chauffeurs de taxi, je veux inclure le personnel municipal pour qu'il y ait une focalisation dès que ce bouton sera déclenché, de manière à ce qu'il y ait une concentration de la surveillance et une rapidité d'intervention. Vous avez également envisagé la mise en place d'une brigade spécialisée anti-cambriolage? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut des gens spécialisés. Le cambriolage, c'est un type d'infraction qui est assez répétitif et qui est l'objet d'équipes qui en font de nombreux. Ce n'est pas une infraction isolée. Et il y a donc une cohérence à avoir des gens qui sont spécialisés et qui vont pouvoir intervenir plus rapidement. Marc Pénat, vous cherchez à renforcer les politiques publiques en faveur des plus fragiles sur la sécurité. Éclairez-moi, ce serait quoi une politique publique qui renforcerait ceux qui en ont le plus besoin? On a totalement, depuis quelques années, laissé de côté la prévention. Totalement.
comme si c'était la cause, finalement, d'un échec supposé. L'échec supposé, c'est celui de M. Sarkozy, annonçant qu'il allait mettre de l'ordre partout, et qui a décapité la police nationale. L'élection municipale. Hein. Oui, mais c'est très important, parce que du coup... la police de proximité, vous disiez, ça ne marche pas, mais elle n'existe plus. Il faut la remettre en ordre. Et donc, moi aussi, je vais faire en sorte que la police de proximité, en recrutant à peu près 80 agents formés, soit sur le terrain, parce que, effectivement, il y a quelque chose d'essentiel. Il faut aussi, au bon sens du terme, humaniser la prévention, mais aussi la répression. C'est-à-dire qu'un policier qui est connu de son quartier, les habitants qui le connaissent, c'est très différent d'une police d'intervention. C'est pas un peu naïf, ça? Non, c'est pas naïf. La même question. Mais ça marche. Je fais l'avocat du diable. Mais venez en Angleterre, le policeman, c'est ça l'image. Eh bien, ça y est encore. Ça dépend des quartiers en Angleterre, bien sûr, tout ça s'évalue. Non, on peut croire que parce que la société est plus violente, il ne faudrait pas humaniser notre politique de sécurité. Oui, il faut l'humaniser. Oui, il faut de la répression. Oui, il faut de la prévention. Très rapidement, vous la désarmez, la police municipale d'Aix-en-Provence? Surtout pas. Jamais de la vie. Ça n'a jamais été notre proposition. Oui ou non? Alors, oui, non. je ne peux pas dire oui, non. Je ne peux pas dire non parce qu'on voilà, ne fera rien qui va ensemble, mettre en danger la police Donc municipale. vous la désarmez pas. Nous, notre vision, c'est qu'il n'y a pas besoin d'armes à la police municipale. Il y a d'autres armes en l'État. Mais on ne va pas demain arriver à la mairie et leur dire « vous rendez vos armes ». Donc ça va se faire progressivement. Ça se fait en discutant avec les services de police. Donc on ne peut pas dire oui, non. Éventuellement mis sur la table. C'est mis sur la table, bien sûr, parce que dans notre vision, c'est bon. Il faut laisser les armes à la police municipale et renforcer les moyens, d'ailleurs, supplémentaires, notamment les caméras portatives. Alors, pour notre part... Je ne vous ai pas posé la question. Vous prenez la parole sans que je vous pose la question. Non, parce que je voulais terminer avec vous. Je voulais qu'on entende d'abord Monsieur Gégère sur les questions de sécurité. Mais rassurez-vous, vous avez très largement le temps de vous exprimer et de répondre à tout ce qui a été dit, entre autres. Monsieur Gégère. En ce qui vous concerne. Non, mais attendez, je vous pose la question. Oui. Donc, dans votre programme, il y a le renforcement des mesures de sécurité, lutter contre la délinquance. On s'en doute, hein, ça fait partie de votre ADN, la sécurité, c'est la priorité de votre programme. Vous êtes première des libertés. Voilà, vous êtes vraiment dans le tout répressif, quoi. Il faut être. Pas du tout. Non, je sais pas, je pose la question. Parce que là, on a quand même le Nous, sentiment qu'il n'y a pas de médiation. Non, on a plusieurs mesures. La première, c'est de réorganiser la police municipale, qui ne l'est plus depuis le départ de M. Dijon. Madame Joissaint a repris la fonction en direct, et je pense qu'elle a autre chose à faire que de s'occuper de la police municipale qui se plaint de sa désorganisation. Deuxièmement, c'est recruter, c'est bien évident, et obtenir des recrutements, tant dans la police nationale que dans la police municipale. Et pour les recruter, surtout dans la police nationale, il faut être capable de les loger. Donc on revient aux logements sociaux. Ensuite, c'est grâce à ces recrutements, de faire de la proximité en faisant de l'îlotage dans les quartiers périphériques. Je regrette que ça ait été supprimé à une époque. Et en réouvrant 3 postes de police avancée, l'un à Puricard, l'autre à Luynes, pour couvrir Luynes et les Milles. Ces postes existaient, ils ont été fermés. Et en créant un nouveau à la Durane, qui est devenu une véritable ville en soi. H24 à la police municipale ? Bien sûr. Ouais, actuellement, il y a un équipage la nuit. Elle va dire qu'il y a 2 équipages parce qu'il y en a un qui relaie l'autre. Et on recrute pour en trouver un troisième. Ça en fait un sur le terrain la nuit. Il en faut 3 sur le terrain la nuit. Voilà, vous souhaitez obtenir 140 policiers nationaux cette fois-ci ? Si on regarde les chiffres des villes de même strate, c'est compliqué pour les avoir. Hein. C'est ce qui nous manque au niveau national. Pourquoi les autres les ont-ils et pas nous ? Et si on regarde les villes de même strate au niveau police municipale, il nous en manque également une centaine. Donc vous allez taper à la porte du ministère de... Évidemment, mais on ne tape jamais à la porte de personne. Non. On ne tape jamais à la porte de personne, ni de la métropole, ni de l'État. Sophie Joissaint. Non, Alors, c'est parfait. Non. Sophie Joissaint, tolérance zéro face aux incivilités, plus de moyens de police, ça passe par ça. Il faut... Oui, mais c'est une continuité en fait, puisque depuis 5 ans, nous avons embauché entre 7 et 10 agents de police municipale. Aujourd'hui, les effectifs deviennent important, il va falloir construire un nouveau commissariat pour pouvoir les loger, en étendant naturellement d'ailleurs le centre d'hypervision urbain. Nous avons aussi acheté avec l'aide de la région 2 postes mobiles opérationnels. Ce sont 2 camions de policiers municipaux qui justement font de l'îlotage, vont à la rencontre des habitants, sillonnent les quartiers et villages. Et nous avons une coopération assez exceptionnelle d'ailleurs avec la police nationale. Bruno Retailleau m'a octroyé 12
policiers nationaux supplémentaires sur la CSPDEX. Et dans le même temps, il y a énormément de prévention. Évidemment, moi j'ai été adjointe à la politique de la ville pendant près de 10 ans et je peux bien dire qu'il y a des médiateurs de rue, au-delà de ceux du département, d'ailleurs de ceux de la DAP 13. Il y a les médiateurs de Dunes qui travaillent étroitement avec les bailleurs sociaux, la ville, la police nationale. Nous avons des séances de contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance qui prennent ça en considération. Et quand j'entends tout ce que j'entends, j'ai l'impression que chacun a l'impression d'inventer l'eau tiède, alors qu'il y a l'existant. Je voudrais juste poursuivre. Nous avons aussi de très bons chiffres. C'est-à-dire que la commissaire de police a écrit aux habitants sur la Provence qu'il y avait 40% de moins. À 13 jours des élections, c'est scandaleux. 40% de moins. Ça évite de dire des bêtises. 40% de moins de cambriolage. Et ceci grâce à quoi? C'est la question que j'allais vous poser, Sophie Joissaint. Quand on regarde les chiffres, on s'interroge. Quand on regarde les chiffres, on s'interroge sur. Avec cette attitude-là, c'est pas possible. C'est un manque au devoir de réserve. S'il vous plaît, quand on regarde les chiffres de la délinquance, comparaison n'est pas raison, mais on se demande pourquoi tant de moyens, tant d'argent pour développer la sécurité à Aix-en-Provence. Alors que tout va bien. Je ne dis pas ça, je dis simplement que comparé aux villes voisines, Aix est plutôt préservé. Est-ce que ça vaut le coup d'investir autant, Sophie Joissin? C'est totalement faux. Aix est une ville où il y a une qualité de vie importante, qui a été d'ailleurs primée à ce qui se de passe nombreuses fois dans les villes à pour côté. Ça. Mais le narcotrafic a tendance à vouloir acheter des parts de marché ailleurs. Raison pour laquelle nous avons lutté de concert avec la police nationale et la police municipale. Nous n'avons pas du tout les mêmes pouvoirs. Quand on parle de police de proximité, on parle quand même de la police nationale, on ne parle pas de la PM. Donc il faut quand même bien faire la différence. Et avec des îlotages ciblés, des interventions ciblées, nous avons réussi à éradiquer totalement le plus gros point de deal qui se trouvait à côté de l'autoroute. Je voudrais qu'on parle de culture. Donc vraiment, je vais vous demander d'être très court sur le narcotrafic, et c'est un point important. Vous évoquez toutes et tous la question du narcotrafic. Lutter contre le narcotrafic, me semble-t-il, mais peut-être je me trompe, c'est une compétence régalienne. Donc, comment on fait? Très rapidement. Non, très rapidement. Si vous êtes trop long, je vous coupe. Marc Pénat, et je veux tous vous entendre là-dessus. Nous proposons de revenir sur une brigade des stupes qui n'existe plus à Aix, qui pourrait avoir un rôle central parce que c'est des professionnels qui connaissent leur métier. Avec qui? Il y avait des PM ou des PN? Police municipale? Non, police nationale. Mais la brigade des stupes se fait en accord avec la commune et en lien avec les politiques de la commune au niveau municipal. C'est un point extrêmement important. Parce que Madame Joissin, au dernier conseil municipal, elle me disait encore qu'il n'y avait pas de point de deal. Aujourd'hui, elle s'aperçoit qu'il y a plusieurs points de deal. Donc, grosse saisie de 150 kilos de cannabis. Donc, il y en a. Entre autres. C'est plus par Monsieur, on n'est pas préservé, ce qui est normal. Et malheureusement... Par l'OFAS. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et tant mieux. Lutter contre les narcotrafiquants est à la main de l'État. Lutter pour accompagner les consommateurs et essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pris en charge de manière à ce qu'ils ne consomment plus ou qu'ils consomment moins, c'est à la main du maire. Et ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais bien sûr, vous seriez OK pour l'ouverture d'une salle, par exemple, la fameuse salle de shoot pour... Pas du tout, en aucun cas. C'est leur tendre la main, parce que s'ils ont une addiction, nous avons un des meilleurs services hospitaliers de France à Aix-en-Provence, dont le maire est le président du conseil d'administration, et donc on peut le faire. Et ce que je veux dire, c'est qu'à Aix, le problème n'est pas simplement la sécurité, c'est aussi l'insécurité. Et ça, c'est à la main du maire. Sur le narcotrafic, c'est pour ça qu'il faut intervenir. Je viens de vous répondre. 20 secondes. Non. Julie Boronat, 20 secondes, s'il vous plaît. Il ne faut pas tout mélanger. C'est à la police nationale de lutter contre le narcotrafic. Par contre, il faut en effet faire de la prévention. Donc, accompagner les personnes qui sont avec une salle addiction qu'on n'appelle pas une salle de foot. Non, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Voilà. La police municipale peut servir à mettre la pression sur les points de deal et surtout à contrôler les accès dans Aix, où l'on sait que des VTC le matin amènent des petits dealers de Marseille, les déposent sur les points de deal et les ramènent le soir. Et ça, c'est de la compétence de la police municipale de contrôler ces accès. À Aix, Oui. Et oui. Bon, il y en a partout en France. Alors, Aix-Ville, on va parler de la culture. On va parler non, très. Un mot alors, vraiment, allez-y. Il y a des trafics de drogue à Aix, mais c'est pas dans les points de deal que ça se passe prioritairement. Ça veut pas dire qu'il y en a pas du tout. Ça se passe par la narco-livraison. Aix-Ville de culture. On passe vraiment à un autre sujet, mais c'est important. Le Festival d'art lyrique, les théâtres Cézanne, politique
culturelle élitiste, ouverte à tous? C'est des questions que je pose. Hein. Quelle place a-t-elle dans les quartiers? Quelles sont vos idées dans un secteur qui est aussi une manne économique pour la commune? On va commencer avec vous, Philippe Klein. Je suis très embêté parce que je suis allé sur votre programme sur Internet, j'ai rien vu. Mais rien sur la culture, rien. Alors, je vais m'en expliquer. Oui, mais il n'y a rien. Il y a juste un chapitre intitulé Culture, commerce, sport et associations. Il n'y a rien. Il y a juste une phrase qui dit réaliser un audit du patrimoine municipal. C'est tout. Alors, je vais vous dire que d'abord, vous n'avez pas tout à fait lu mon programme. Pour la bonne et simple raison, écoutez, je l'ai lu intégralement. Je souhaite que Aix candidate pour être capitale européenne de la culture, parce que je considère qu'un des attraits touristiques les plus importants est de rallonger les séjours touristiques, et qu'il faut donc que nous ayons une offre touristique supplémentaire, et que j'ai proposé que pour utiliser la constance qui fait un débat donc extrêmement grave... Donc la culture, vecteur de la filière touristique. Alors, d'une part... Mais quoi, par exemple? Concrètement, quoi? Comment quoi? Déjà, réouvrir le Muséum d'histoire naturelle dans le Palais des Expositions et de la culture au Parc des Expositions, que je souhaite mettre à la Constance, au lieu de ce point d'habitation qui est contesté par toute la population. Je veux également, puisque ce sera en synergie avec le sismique, je veux également, bien sûr, une des salles de concert, rapatrier à cet endroit-là la foire au manège qui gêne considérablement les habitants du stade Carcassonne. Je veux rapatrier les manifestations qui sont au Parc Jourdan, qui sont soit les rencontres économiques, soit éventuellement le Smart ou le Salon Côté Sud. Tout ça dans un endroit dédié avec une partie nature, une partie culture qui soit reliée facilement à Aix-en-Provence et qui permette par conséquent à tous les Aixois d'avoir cette jonction entre la culture et le divertissement en leur permettant à proximité, à leur porte, de pouvoir en jouir tous ensemble et à des prix qui soient extrêmement attractifs. Marc Ménard, multiplication des lieux culturels de proximité. C'est quoi un lieu culturel de proximité et vous y mettez quoi dedans? Vous savez, on parle de la ville du quart d'heure. Il y a la ville culturelle du quart d'heure. C'est-à-dire que dans votre quartier, pas loin de votre quartier, vous avez, sous des formes diverses, un théâtre, un lieu de rencontre, un atelier de photographie ou d'art appliqué. Vous avez une possibilité d'exercer donc ces activités. Donc un maillage de la ville. Voilà, un maillage de la ville, parce que je conçois la culture différemment. Bien sûr que c'est très bien d'avoir le festival, c'est très bien d'avoir fait l'année Cézanne, mais on ne peut pas s'arrêter là. Et donc on a besoin d'une culture au plus près des gens. Par exemple, je veux développer l'accès à l'art dans toutes les écoles. Comment je vais faire? Par le périscolaire, à qui nous allons donner du contenu. Et c'est très important que cet accès à l'art, par exemple, un instrument de musique, le début de la photographie, il y a plusieurs éléments. Ça, c'est très important car tous les habitants, tous les enfants d'Aix-en-Provence seront concernés sans discrimination. Parce que ça deviendra... Darius Milhaud, oui, mais on travaillera avec le conservatoire. Mais c'est un plan d'ensemble dont nous avons besoin. Sophie Joissin, vous dites affirmer la culture comme politique centrale au service du vivre ensemble. Est-ce que vous avez un exemple concret à me donner pour me convaincre que ça peut fonctionner? Oui, bien sûr. La Biennale d'art et de culture, qui a été fondée en 2022 au sortir du Covid, où ce projet a été construit entre les acteurs culturels et moi-même. Il n'y avait plus d'outils de travail à l'époque. Et nous avons fait en sorte qu'il y ait cette co-construction avec majoritairement des manifestations sur l'espace public, mais des manifestations de grande qualité, parce que faire quelque chose de médiocre, ce n'est pas la peine, mais ouverte à tous. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous faisons tous les 2 ans, parce que c'est quand même un budget, donc il faut faire attention, on ne peut pas le reproduire chaque année, et ça permet à tout le monde d'ailleurs de rester en lien, en cohésion, dans la construction du projet, et à chacun de pouvoir y participer, aussi dans les quartiers et dans les villages, bien entendu. Sophie Joissin, Aix-en-Provence n'a pas la particularité d'être une ville populaire, et pourtant il y a des quartiers qui le sont, Cagnan, Corcy, la Pinette, Geste de Bouffan. Vous pensez entre autres que le parcours césarien que vous proposez, ça concerne ces populations-là? Alors évidemment, loin de moi l'idée de faire du racisme de classe, mais vous pensez qu'ils ne préféraient pas du rap, des ateliers d'écriture? Le rap peut être de très grande qualité. Moi, la qualité, elle n'est pas dévolue. Non, mais par contre, il y a des associations qui travaillent bien dans la qualité, justement, et c'est à elles qu'il faut s'adresser, tout simplement. Et dans la Biennale d'art et de culture, participent aujourd'hui aussi les écoles et les centres sociaux. Et tout le monde est très heureux d'y participer. Ça donne lieu à de très belles manifestations, mais il n'y a pas que cela. J'entendais parler de maillage à l'instant, et en fait, c'est déjà maillé. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas faire mieux, toujours on peut faire mieux, mais c'est déjà maillé par des bibliothèques, par des associations, par
de nombreux établissements et ça fonctionne. C'est pas le sentiment Julie des habitants Borona. qui se sentent relégués. C'est pas vrai. Julie Borona, rebâtir un muséum d'histoire naturelle, comme Marc Pénin, mais vous êtes nombreux à Oui, ça, partager cette idée, donc on va peut-être pas y revenir. Vous dites qu'il faut délocaliser l'accès à la culture. Comment vous l'exportez, la culture? Qu'est-ce que vous allez proposer, par exemple, concrètement, hein, dans les quartiers? Je parlais du rap tout à l'heure, c'est un peu cliché, mais en même temps, on sait qu'il y a une fascination, une passion de ce genre musical dans les quartiers populaires, hein. Évidemment pas qu'Aix-en-Provence. Donc justement, en fait, pour éviter de parler de clichés ou pas clichés, la première chose à faire, c'est d'inclure plus souvent les habitants via des consultations qui sont fréquentes par quartier pour savoir les besoins, ce que veulent les gens. Et ensuite, on peut développer par quartier. Mais c'est la première chose, c'est de consulter les habitants de ces habitants et les associations, parce qu'en effet, la culture reste un petit peu élitiste à Aix-en-Provence. Et même, j'entends les bibliothèques, il y en a certaines dans les quartiers, celle des Ormes. Enfin, elles ne payent pas de mine quand même. Il faut aussi les entretenir. Et je pense que beaucoup de gens dans les quartiers populaires d'Aix-en-Provence, ils ne se sentent pas intégrés dans la belle ville culturelle. Et Lydie, c'est la raison pour laquelle vous voulez renforcer la tarification sociale. Vous êtes pareil. Pareil, Marc, la tarification sociale. Développer encore plus cette tarification sociale, voire même pour les structures culturelles, faire en sorte que les subventions, elles soient aussi en fonction de la tarification. Le festival d'art lyrique, qui pourrait être concerné par ces tarifications sociales, c'est-à-dire politique tarifaire à bas coût. Il l'est. Oui, avec des prix de 90 de 30 à 90 euros. Super cher, 30 euros. De 30 euros à 90 euros pour les moins de 30 ans. Mais oui, parce que justement, quand laissez-moi en placer. Je pose la question à Julie Borona. Je pose la question à Julie Borona. Le festival par la gratuité totale en fonction de certaines ressources, des revenus des sous. Parce qu'en effet, il ne faut pas tomber dans les clichés. C'est génial, en vrai. Le rap, c'est génial. Et il y a des gens qui aiment le rap. Et il y a aussi des personnes qui ont envie de s'intéresser à d'autres cultures. Et il faut leur laisser sa possibilité. Alors, je parlais du rap parce que effectivement, vous avez bien fait de dire que c'est cliché. Et en même temps, c'est une réalité factuelle, on est bien d'accord là-dessus. Jean-Louis Gégère, sur la culture, qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes également sur le muséum, vous êtes vraiment dans la romanité, hein, vous êtes absolument, c'est nos racines. Il faut dépoussiérer le patrimoine aixois. Non, on veut d'abord initier les nouvelles générations à l'intérêt du patrimoine, parce qu'on peut constater que ça se perd un peu. Donc on voudrait créer une école du patrimoine dans le pavillon Vendôme, pour permettre... Une école du patrimoine. Une école du patrimoine. Pour permettre à tous les enfants de venir s'initier au métier de l'art. Ensuite, on voudrait refondre le musée et tapisserie en maison de la Provence, lancer un appel d'offres, comme ça a pu l'être fait dans différents lieux de la ville, lancer un appel d'offres pour que des opérateurs privés viennent prendre ça en charge, c'est l'hôtel Comont par exemple, et fassent un musée de la Provence. Voilà. Ensuite, en matière d'événementiel, on voudrait créer une semaine des enfants à Aix, qui serait un grand projet avec les écoles pour que les enfants s'approprient les lieux publics dans la ville. Ça existe, c'est mon Aix. Et voilà, tout existe. Oui. Il n'y a rien sur la musique urbaine. J'ai rien vu sur la musique urbaine, sur la musique du monde. Notre culture provençale dans les quartiers. Et un grand festival étudiant, comme c'est le cas à Rennes, où le festival étudiant de Rennes est un événement fantastique. Oui, alors vous souhaitez organiser un grand festival étudiant. Oui. Vous pensez que les étudiants, ils ont besoin de la commune pour organiser leur propre fête? Oui, forcément. Il faut leur mettre à disposition des lieux, il faut les aider à faire de la scénographie. J'ai une question, vous qui êtes fan de romanité, mais je vous la pose à tous les cinq. Vous savez qui est le fondateur d'Aix-en-Provence? Sextus. Bravo. Sextus Calvinus. D'où le cours Sextus. Tout le monde sait ça. Moins 122 ans avant. Moins 122 ans avant Jésus-Christ. Vous le saviez tous, bravo, je vous félicite. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire de votre commune. Très bien. L'apprentissage au scolaire quand même de l'école, nous avons obtenu il y a 3 ans le label éducation artistique et culturelle à 100%. Allez, donc, merci à tous les 5. Galerie César. Non, merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Je vous remercie d'avoir respecté les règles de courtoisie. C'est pas toujours le cas quand on organise des débats politiques. Vous avez 1 minute chacun, l'un après l'autre, pour convaincre vos électeurs. Le tirage au sort vous a choisi en première Sophie Joissin. La caméra est là, vos électeurs vous écoutent. Eh bien, moi, ce que je souhaite vous dire à l'issue de ce débat, c'est que j'ai entendu beaucoup d'idées, beaucoup de propositions, que nombre d'entre elles
existe d'ores et déjà, et depuis souvent un certain temps, que dans le même temps, il y a deux élus municipaux qui sont membres de l'opposition au conseil municipal d'Aix-en-Provence et qu'ils ont voté les délibérations à l'unanimité à 95%. C'est que donc la ville d'Aix-en-Provence va quand même pas si mal que ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que nous avons la chance d'avoir une ville absolument magnifique, une ville vivante, où il n'y a aucune fracture, aucun clivage, où le développement est conçu comme un développement maîtrisé. Et je pense qu'il faut que cela dure, tout simplement. Et il n'y a qu'à regarder certains programmes pour se rendre compte que ça va être la bétonisation, que la qualité de vie ne va plus pouvoir être la même. Aujourd'hui, nous travaillons sur l'ensemble des problématiques. Terminé. Alors. Merci Sophie Joissin, vous êtes arrivée au terme de la minute qui vous était consacrée. Jean-Louis Gégère. Oui, bon, moi, vous comprenez bien que je ne me présente Regardez la caméra pas. qui est là. Je ne me présente pas pour démarrer une carrière politique. Bon, elle est largement derrière moi. Mais je me présente pour mettre fin à 25 ans d'une équipe qui s'est régénérée au fil des années, bien évidemment. Mais il faut renouveler ça parce que lorsqu'on reste trop longtemps dans des fonctions, qu'elles soient professionnelles, politiques ou autres, eh ben, il y a un moment où on est fatigué, où on n'a plus d'idées, où il faut se renouveler. Et j'ai créé une équipe qui est une équipe de gens qui ne sont pas des professionnels de la politique. Nous avons tous un métier ou avons exercé un métier. Dans mon équipe, il y a une forte majorité de jeunes. La moyenne d'âge totale de la liste est de 47 ans. Il faut leur mettre le pied à l'étrier, les mettre dans le système municipal, car ce sont eux qui sont notre avenir. Voilà. Donc, notre équipe est labellisée par le Rassemblement national et l'UDR. Nous avons des représentants de toutes les... Terminé, monsieur Gégère. Toutes les formations de la droite. Désolé, terminé. Julie Boronin, 1 minute. Donc les 15 et 22... Regardez la caméra, les électeurs vous écoutent. Ça y est. Les 15 et 22 mars, vous avez l'opportunité de reprendre le pouvoir par les urnes. Notre liste Aix en commun, elle est soutenue par la France insoumise, mais elle est aussi composée de personnes qui sont diverses, motivées et qualifiées sur les différentes thématiques qu'il faut maîtriser pour diriger une ville. Nous nous présentons pour que cette ville elle soit enfin gérée comme un bien commun et pas une propriété privée, pour changer de logique via un programme de rupture. Et sur notre liste, la majorité des personnes n'appartiennent pas à une formation politique et c'est comme ça qu'ils seront le garant des engagements. Donc il reste 3 jours avant le premier tour et le résultat dépend de vous. Allez dire à Joissin que son règne est terminé. Allez dire à l'extrême droite qu'Aix ne leur appartient pas car c'est vous. Ne restez pas silencieux. Allez voter, mobilisez vos proches, vos collègues, vos voisins. Montrez par les urnes que vous demandez des comptes. Faisons d'Aix-en-Provence une ville sociale, écologique et réellement populaire. On compte sur vous. Merci Julie Boronin. Philippe Klein. Eh bien, écoutez, moi, je voudrais commencer ce propos conclusif en vous disant qu'on ne pourra pas avoir de problème de mobilité, de problème de logement ou tous les autres problèmes que nous avons évoqués si nous ne résolvons pas le problème de l'adaptation de notre ville au réchauffement climatique. On sait qu'en 2050, Aix sera la ville la plus chaude. Et si elle est la ville la plus chaude du sud de la France, eh bien, elle sera inhabitable, il n'y aura plus de voitures, il n'y aura plus rien. Donc, je suis le seul à proposer un programme massif de désartificialisation. J'ai promis de désartificialiser 1 parc Jourdan, l'équivalent de la surface d'1 parc Jourdan par an. C'est un engagement très fort, mais qui est nécessaire parce qu'il faut que la terre respire. J'ai promis un programme de végétalisation massif également. Je souhaite planter 4000 arbres par an et que donc nous ayons enfin cette respiration, cette ombre qui nous est absolument indispensable. Pensez aux générations futures pour nous soutenir dans cette action. Merci Philippe Klein. Marc Pénin. Les Aixois aiment profondément leur ville, mais beaucoup ont aujourd'hui le sentiment qu'elle se transforme sans eux, parfois même contre eux. Trop de familles ne peuvent plus se loger ici. Trop de commerçants ferment. Trop d'habitants se sentent au moins en sécurité. Et trop de jeunes pensent qu'ils devront partir pour construire leur vie ailleurs. Je refuse cette fatalité. Je veux une ville qui protège ses habitants, une ville qui permette de se loger, de travailler, de vivre dignement, une ville qui soutient ses commerces, sa culture, ses associations, une ville qui prépare l'avenir sans oublier personne.
Je me présente pour cela, pour dire la vérité sur les problèmes et pour agir avec détermination. Si vous voulez une ville plus juste, plus sûre et plus vivante, alors je vous propose de construire cet avenir ensemble. Pour Aix, pour ses habitants et pour les générations qui viennent, le meilleur est à venir. Merci beaucoup Marc Pénat, merci à tous les 5. Vous allez apercevoir sur votre écran les 6 candidats à l'élection municipale de Aix-en-Provence. Je vous rappelle que le premier tour c'est dimanche, le 15 mars, le deuxième le 22. Allez voter, déplacez-vous pour aller voter. Votez pour qui vous voulez évidemment, mais c'est extrêmement important d'exprimer son choix à travers le suffrage. C'est ça le pilier de la démocratie. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Au revoir. Est-ce qu'on a utilisé notre...